Et encore aujourd'hui en France, d'après les statistiques de l'INSEE, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son homme. Aujourd'hui, il y a des stigmates génétiques qui continuent encore à sévir dans cette génération, descendant justement de ces Romains, Grecs et tout et consorts, parce que faut savoir que l'Occident actuel est l'héritière justement de l'Empire gréco-romain. Donc, voilà. Donc, tu comprends que la monogamie en Europe a été imposée par l'Église catholique pour des raisons économiques, afin de prélever l'impôt efficacement sur les hommes qui avaient fait vœu de fidélité à une seule femme. Et dès lors, toute relation extra-conjugale de l'homme était condamnable et punissable. L'Empire romain n'a jamais été monogame, hein. Bonjour. En tournant la vidéo de Balthazar, justement, un autre sujet m'est passé par la tête, hein, et je voulais justement partager avec toi cette réflexion suite à la réalisation justement de la vidéo de Balthazar qui a fait un grand buzz, un grand buzz. Et cette vidéo va être vraiment de ouf. Cette vidéo va te faire tomber du haut de 100 étages. Alors, je te conseille franchement de bien t'asseoir parce qu'on va attaquer un sujet très, très sensible, un sujet piquant. Mais comme tu le sais, sur cette chaîne, on a déjà l'habitude de traiter ces genres de sujets. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que c'est très, très important. J'aurais besoin de ton avis dans la barre des descriptions. Donc, je vais te parler de pourquoi est-ce qu'il y a autant d'adultère dans le couple. Pourquoi les humains trompent. Pourquoi, lorsqu'on est avec quelqu'un, on a besoin d'aller voir ailleurs? Et pour répondre à cette question, ben, comme toujours, il faut aller chercher dans les fondamentaux. Et d'ailleurs, si tu suis cette chaîne, quand tu regardes sur la playlist relations hommes et femmes, j'ai déjà traité ces genres de sujets, mais sous d'autres angles. Donc ici, vraiment, on va aller voir vraiment dans les fondamentaux, essayer de comprendre les mécanismes derrière la tromperie. Pourquoi la femme trompe autant que l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme trompe? Donc, pour ça, justement, il faut retourner à la biologie. Ce que nous dit l'évolution est que les hommes veulent disperser leurs sémences avec le plus de partenaires possible qu'ils trouvent à sa disposition afin de garantir la transmission de leurs gènes et garantir ainsi la survie de l'espèce humaine. Et les demoiselles, nos sœurs, qui sont le réceptacle de ces spermes qui vient de l'homme, et du code génétique justement provenant de sa part qu'il contient, veulent avoir les meilleurs gènes possibles. Donc, elles vont sélectionner et accepter de se faire dominer avec les meilleurs partenaires. Pour les dire en fait autrement, les hommes sont polygames et les femmes sont hypergames. Les hommes sont polygames dans le sens où ils ont besoin de féconder un maximum de partenaires possibles pour être sûrs que leurs gènes puissent voyager, puissent poursuivre en tout cas leur périple dans l'éternité. Les femmes sont hypergames parce qu'elles sélectionnent les meilleurs hommes. Elles sont les sélecteurs finaux, si je peux le dire ainsi. Ce sont elles qui choisissent qui aura les droits de se reproduire et à qui elles ne garantiront pas cette possibilité. Pourquoi est-ce cela? Eh bien, parce que la demoiselle, pour la demoiselle, pour la sœur, se reproduire constitue un grand risque. Pour un homme, féconder une demoiselle est son risque. Tu peux très bien mettre une demoiselle enceinte et puis te sauver et disparaître dans la nature. Pour la demoiselle, ce n'est pas le cas, ce n'est pas pareil. Une fois qu'elle est fécondée, elle va porter cet enfant pendant plus de 9 mois avec tous les risques que cela implique. Et la raison pour laquelle les hommes sont polygames est
qu'ils ils ont besoin, c'est-à-dire d'avoir un maximum d'enfants, hein. Ils ont besoin d'avoir un maximum d'enfants, un maximum de descendance pour être sûrs de continuer leur périple dans l'éternité, de transmettre leurs gènes. Et c'est parce qu'en fait, le niveau de mortalité à l'époque, si je remonte à des milliers d'années, eh ben, enfin des milliers d'années, hein, et autres, eh ben, à l'époque, le taux de mortalité était extrêmement élevé. Et pire encore, pendant les invasions, si je me braque sur l'Afrique, pendant les invasions arabes, les invasions romaines, les invasions grecques, les invasions de l'Empire ottoman, les invasions des Babyloniens. Bref, peu et consort, c'était une période à haut risque. Aujourd'hui, quand on observe la société occidentale, les gens se sont accoutumés à dire que, écoute, j'ai des enfants et les deux arriveront à l'âge adulte. Tu fais un ou deux gamins et tu es quasi certain de les voir grandir jusqu'à l'âge adulte et voir même les enfants, c'est-à-dire voir même les enfants de tes enfants, donc tes petits-enfants. Mais ce scénario n'était pas le cas il y a des dizaines de milliers d'années passées. Même si récemment en Europe, hein, avant justement la découverte, par exemple, de la pierre des Rosettes par Champollion, c'est-à-dire, c'est-à-dire on est ici vers les 1700, c'est-à-dire avant 1700, 1800. En fait, tu en avais quand tu faisais par exemple, quand un couple faisait par exemple 10 gamins, c'est-à-dire tu en avais deux qui mouraient dans la petite enfance, hein, pour diverses maladies. Tu en avais trois ou quatre qui mouraient au travail et à la guerre. Et tu en avais peut-être encore quatre qui arriveront peut-être à l'âge adulte. C'était plus pire en Europe parce que ben, l'Europe était un peuple barbare. Il ne s'est passé pas un mois sans qu'il y ait des guerres entre les différents peuples, hein. Tu as les Bretons voilà, qui se tapent sur sur la tranche, hein, contre les Ch'tis, ou tu as par exemple la, l'Alsace la partie de l'Alsace qui allait déclarer la guerre chez les Normands, ou tu as par exemple les Germains qui vont aller déclarer la guerre chez les Flamands, et tu as encore les Wallons contre l'Angleterre, et tu avais parfois l'Angleterre qui déclarait la guerre aux Germains. Bref, il, il y avait que bain de sang sur bain de sang, massacre sur massacre, génocide sur génocide. Donc, le taux de mortalité était tellement élevé qu'il fallait avoir suffisamment d'enfants pour en voir quelques-uns survivre, hein, arriver à l'âge adulte et se reproduire à leur tour. Donc, côté homme, il était indispensable de le faire. Et comme l'homme est limité à une épouse, il était indispensable, par exemple, de le faire. Et comme l'homme était limité à une épouse, un utérus, un enfant, pour arriver à des quantités importantes, il fallait que ces hommes le fassent avec plusieurs femmes. Donc, la polygamie a toujours été notre mode de fonctionnement par défaut, même si aujourd'hui, certains trouvent cela archaïque, beaucoup critiquent la polygamie parce qu'on vit dans une société de gauchistes, des socialistes, dans une société religieuse où on a l'impression que tout doit être bien, tout doit être lisse, que ce n'est pas bien d'en parler. Bref, voilà, l'élite politique, l'élite religieuse, en fait, pour des raisons, en tout cas économiques aussi, a imposé le narratif au petit peuple que la polygamie était diabolique et donc condamné de facto les hommes polygames. Et puis un jour arrive le féminisme et la libération sexuelle. Les hommes polygames qui étaient diabolisés sont redevenus plus polygames qu'auparavant, à la seule condition que ces hommes soient accomplis financièrement. Et 100% des femmes souhaitaient avoir les tops
10% des hommes en haut de la hiérarchie sociale, ce qui créait un déséquilibre du jamais vu dans les rapports humains. Maintenant, le reste des hommes en dessous de la hiérarchie sociale, eux, étaient condamnés à la misère sexuelle. Eux étaient condamnés à la fidélité parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'option. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve même ces stigmates. C'est facile pour une personne qui n'a pas de choix de prétendre qu'elle est fidèle. Prenons l'exemple d'un homme laid, un homme pas beau du tout, hein, sans ambition, physiquement délabré, un homme qui n'a pas de tentation ni de sollicitation de la part de la gente féminine. Écoute, c'est tout à fait naturel pour cet homme de dire qu'il est fidèle, hein. Tu es laid, tu es moche, tu fais du métro boulot dodo 9h à 17h, tu ne travailles pas sur toi et financièrement, tu n'as aucune ambition. Que veux-tu? Même ton épouse sait intrinsèquement qu'elle peut partir un an en voyage et revenir à la maison et elle te trouvera avec des couilles bien remplies. C'est normal qu'elle soit fière de toi. Cependant, dans une autre catégorie, prends un homme beau, riche financièrement et spirituellement et culturellement et qui maîtrise aussi la psychologie féminine. Sans même dire un mot, ce sont les filles qui vont venir s'offrir à lui. Son problème à lui n'est pas tant de tromper, mais pendant combien de temps il doit résister à toutes ces tentations. Et un homme de cette catégorie qui, malgré toutes les sollicitations des demoiselles, décide de garder son troisième pied bien au chaud parce qu'il a une épouse, ça, franchement, c'est un homme en or. C'est-à-dire, on sait que nous, hommes, nous savons que nous sommes infidèles sexuellement par nature. On sait que c'est facile pour nous de copuler avec une autre demoiselle en dehors de notre couple. Mais parce qu'on a un but supérieur quelconque dans la vie, on a pris la décision de rester fidèle à une seule partenaire. Parce qu'à partir du moment où on s'éparpille énergétiquement avec plusieurs partenaires, cela risque grandement de ralentir nos objectifs de vie. Pour mon cas à moi, j'ai dit toujours hein, à chaque copine ou à chaque partenaire que je rencontre, en tout cas, et qui décide de faire partie en tout cas, de ma vie ou bien de faire route ensemble avec moi, de ne jamais m'imposer quoi que ce soit. Je reste fidèle sexuellement d'abord à cause de la décision que j'ai prise pour mon accomplissement de vie, que je me suis fixé. Secondo, si cela fait partie de tes valeurs, qu'un homme te soit fidèle, ben, tant mieux. Si tu es le genre de fille, ok, tu n'aimes pas imposer aux hommes et tout et consort, la fidélité ou quoi que ce soit, ben, tant mieux aussi. Mais si tu viens m'imposer la fidélité à cause de tes insécurités, ton manque de confiance, eh ben, cela veut dire que ben, tu m'efforces justement d'être hypocrite. Tu m'efforces d'aller à contre-courant de ma nature. Et le résultat ne va pas justement te plaire. Au lieu de manifester tes insécurités pour me dénaturer, il faut plutôt apprendre à comment construire la fidélité avec son homme. Avec un homme, l'épouse construit ensemble la fidélité, mais on n'impose jamais la fidélité à un homme. Sinon, ben, tu réveilleras en lui le volcan de sa nature intrinsèque. Avec certains hommes, l'épouse construit ensemble la fidélité pour que l'homme transcende sa condition biologique. Pour d'autres hommes comme moi, par exemple, je n'ai pas attendu qu'une demoiselle puisse entrer dans ma vie pour le faire, ou ni ma copine actuelle ou quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire, je l'appliquais déjà avant d'être en harmonie avec mes ambitions pharaoniques. J'ai des objectifs de malade, hein, et il y a certains mois de mes rêves qui me rendent, waouh, qui me font peur. Honnêtement, qui me font peur. Je peur des fois quand je pense à mes rêves. Alors, tu comprends que face à cela, je suis obligé tout le temps de la peaufiner, de la polir, de la tailler. Maintenant, je sais qu'on est tous différents, hein. Maintenant, à toi de trouver l'équilibre qui te convient afin justement pouvoir trouver, voilà, pouvoir trouver une balance, pouvoir trouver une
répartie, tu vois. Donc, si tu es fidèle, par exemple, moi, par exemple, je prends mon cas, je suis fidèle à ma femme parce que moi, j'ai pris une décision de vie par rapport, enfin, pas une décision, oui, j'ai pris une décision par rapport à mes objectifs de vie, ça ne concerne que moi. Maintenant, si toi, tu viens dire ici que oui, je suis fidèle à ma femme parce que mich machin, mich machin, ou parce que c'est moralement impossible, par-ci, par-là. Écoute, ça, c'est faux. Ça, tu es en train, ce que j'ai dit, ce que j'appelle, tu es en train de te mentir à toi-même. Pour savoir la vraie nature d'un homme, il faut lui mettre dans toutes les conditions financières possibles. Et tu verras maintenant sa vraie nature. 80% des hommes en France sont fidèles parce qu'ils n'ont pas d'option, parce qu'ils n'ont pas de choix. Nous sommes en 2024. Avoir plusieurs partenaires, tu sais quoi? Ça demande du temps, d'avoir du temps. Comment veux-tu avoir du temps quand tu vas travailler 9 heures à 17 heures et taper tous les bouchons des grandes villes comme Paris, venir à la maison avec une énergie déchargée après avoir tout dépensé cette énergie à enrichir ton patron? Comment est-ce possible? Dis-moi, comment bien, disons que quand bien même tu arrives à la maison, tu es tellement fatigué qu'il faut aussi te consacrer du temps, un peu de ton temps à madame. Et à cela, tu vas avoir une autre maîtresse qui, elle aussi, a besoin de ton temps pour partager des bons moments agréables. Non, 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 non. C'est impossible. Car même si tu arrives à court et moyen terme, il y en a toujours un de deux, en fait, une de deux, hein, soit ta maîtresse ou bien soit ton épouse, dont tu ne seras plus en mesure d'assurer ton rôle d'homme. Ça, c'est ce qui arrive toujours. En 2024, avoir plusieurs partenaires demande de la ressource financière. Oui, ça, c'est le deuxième. Forcément, partager des moments agréables avec la ou les maîtresses ne va pas se faire chez toi dans la maison conjugale. C'est impossible. Sinon, tu auras un procès judiciaire à ton cul. Ça, c'est clair. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de louer des hôtels, des Airbnb, des espaces insolites, afin de pimenter le peu de temps qui vous permettent de vous rencontrer. Et ça coûte excessivement cher. Ce n'est pas avec un salaire moyen de 1 500 à 4 000 euros qui arriveront à combler tout ça, hein, tant qu'on sait que tu as déjà des charges aussi ménagères à la maison. OK, si la maîtresse a un appart, une maison, ça va, ça peut aller. Mais on ne va pas chez la maîtresse non plus avec les mains vides. Tu es obligé de contribuer quand même. Hein, le peu de temps que vous partagez ensemble, tu es obligé quand même de faire de temps en temps des gestes. Tu dois l'acheter des petits trucs, tu dois l'acheter, je sais pas moi, il faut cuisiner, il faut faire dessus. En tout cas, il faut en tout cas faire quelque chose. Ce qui est sûr, même quand tu vas chez la maîtresse, tu seras obligé aussi de mettre la main dans ton portefeuille. Donc, voir souvent la maîtresse est une dépense financière énorme. Et cela va se ressentir dans le couple car ton épouse va commencer à se poser des questions. Mais chérie, que fais-tu avec l'argent? Ce n'est pas possible qu'il te reste rien à la fin du mois. Eh oui, cher ami, ça arrive souvent. Et c'est là que la boule de neige à problème va commencer à s'enchaîner. C'est là que ton épouse va me sonner et réserver 1 heure d'audit gratuit sur la gestion financière de ton couple. Et c'est là que ça va faire mal. Ah oui, ah oui, hein. En plus, regarde dans la barre de description, hein, il y a des formulaires hein, par rapport à tes objectifs de vie. Si tu vas avoir 1 heure d'appel gratuit avec moi pour te guider par rapport, je sais pas, si tu veux avoir des abdos sculptés, un ventre plat, ou bien par rapport à la gestion financière, ou bien par rapport à une idée de business que tu as envie de mettre en place, regarde dans la barre de description. Et en plus, les amis, cette chaîne est shadow bannie, donc je t'invite vraiment à pouvoir cliquer sur le bouton j'aime, à pouvoir commenter et aussi partager cette vidéo avec tes amis, même ceux qui ne sont pas justement d'accord hein, avec ce que nous partageons ici. Donc vraiment, fais le geste, ceci va permettre hein, vraiment à l'algorithme YouTube
de pouvoir considérer ce contenu comme voilà, un contenu d'éducation plutôt qu'un contenu spam ou quoi que ce soit. Voilà, tu vois. Donc, pour revenir, je disais aussi, bon, on a vu que en 2024, pour avoir plusieurs partenaires, il y a du temps, il y a la question financière, hein, question économique, mais avoir plusieurs partenaires en 2024 demande aussi d'être fort sexuellement. Oui, être fort sexuellement. Comment tu veux être fort sexuellement si tu fais du métro boulot dodo? Toute ton énergie est dépensée au travail. Sans compter tous les rayons X, les rayons des téléphones et tout et consorts qui est en train de réduire notre vibration. Comment veux-tu être fort sexuellement? La nourriture est mauvaise. C'est de la malbouffe à longueur de journée. Comment veux-tu être fort sexuellement? L'eau qu'on consomme est contaminée. Ça nous réduit sexuellement. Les médicaments, les intox, tout ce qu'on avale, tout ce qu'on achète à la pharmacie, tout ça réduit la la virilité de l'homme, y compris la fragilité, y compris la capacité en tout cas de la femme à être plus féminine, donc à pouvoir mouiller facilement à cause des médicaments. Comment veux-tu être épanoui fort sexuellement? Si tu avais l'habitude de déchiqueter, par exemple, ton épouse, hein, disons 2 fois par jour, ben, en ayant justement une maîtresse ou des maîtresses à côté, tu vas commencer à réduire la fréquence du chicotage à 1 fois par jour. Et puis, ça passera à 3 fois par semaine. Et ensuite, ça sera 1 fois par semaine. Et je t'assure que ton épouse, là, franchement, elle va te faire sauter. Et en plus, elle va commencer à se poser des questions. D'autres vont commencer même à penser d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Tu l'as habitué à un certain niveau de fréquence, d'intensité en termes d'émotion, et puis tout d'un coup, boum, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a une baisse. D'autres vont commencer à se questionner, aller voir un autre partenaire ailleurs. Et d'autres même vont l'appliquer. Tout dépend aussi de son passé sexuel et de son éducation. Maintenant, toi, tu es là à côté, tu penseras comme un chien hein, que la situation est sous contrôle, mais elle, de son côté, comme un chat, justement, va gérer la situation à sa manière. Un chien qui chie, on voit tous ses excréments, mais on voit rarement les excréments du chat. Quand il chie en cachette, il va recouvrir ses excréments avec du sable. Ça, c'est ton épouse. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir peur de la sœur. Il faut avoir peur de la demoiselle. L'autre raison est que tu ne contrôles pas l'accès au sexe. Ah oui, il va te falloir de la chat pour persuader la demoiselle de s'ouvrir à toi continuellement et pour toujours. Donc, on a le temps, on a la question économique, on a la question, enfin, question économique et financière. On a aussi la question de une libido, avoir une libido excessive. Mais on a aussi l'autre question, c'est que, ben voilà, le contrôle, l'accès au sexe, ce n'est pas toi qui le contrôle. Sur le terrain. Et pour ceux qui sont habitués aux femmes, hein, je parle des hommes qui sont habitués aux femmes, savent que tu peux coucher 1 fois ou 2, mais rien ne te garantit qu'elle sera présente la troisième fois pour, voilà, pour t'attendre jambes en l'air et tout et consort. Les maîtresses sont très volatiles en termes d'émotion. Il suffit qu'une idée aléatoire lui traverse la tête et décide tout d'un coup de tout rompre. Ça, c'est le terrain, les femmes et les émotions. Donc, tu comprends qu'en 2024, pour un homme moyen, en couple, c'est pratiquement impossible d'être infidèle, d'avoir plusieurs partenaires. C'est impossible. L'homme moyen est condamné de vivre contre sa nature, donc d'être fidèle. L'humain a toujours fonctionné en polygamie. Ça a toujours été un mode de fonctionnement naturel. Et en Europe, n'oublie pas que 5 000 ans, voire même plus, avant l'ère vulgaire, il y avait 17 femmes contre un homme pour se reproduire.
Et malgré ça, il y avait certains hommes qui étaient exclus par les femmes de la reproduction parce qu'ils étaient soit faibles, paysans, pauvres, pas de la bonne classe sociale et autres. Et pour des tas d'autres raisons, pas en bonne santé, pas confiants, bref, et autres. La femme préférait la polygamie des hommes puissants plutôt que la monogamie des hommes paysans. Le modus operandi de la société européenne, descendant des Yamnaya, était que leurs femmes étaient toutes des esclaves. Même durant le règne des empires grecs, durant le règne de l'empire, pendant l'empire, le règne de l'empire romain et autres, même l'empire ottoman, les Arabes, c'est encore pire. La femme a toujours été esclave et ça a perduré jusqu'en 1915, 1915. Là. La femme ne servait qu'à la reproduction. Et dans l'empire grec même, je vais te dire, quand l'empire grec régnait en maître absolu sur l'Europe, l'Asie et le nord de l'Afrique, il faut savoir que pour un homme, avoir un enfant de sexe masculin était synonyme de faiblesse. Cela symbolisait pour un homme qu'il avait un sperme faible. Et selon eux, un sperme qui est de bonne qualité doit automatiquement donner un garçon. Donc, les hommes qui donnaient des filles ben, étaient considérés comme des sous-hommes. Et aujourd'hui, il y a toujours des stigmates. La vertu aristotélicienne, donc ça veut dire, selon le principe du philosophe Aristote, c'est-à-dire la vertu, selon lui, n'est concernée que les hommes mâles, à l'exclusion des esclaves, des étrangers, des femmes, mais aussi des paysans grecs et pauvres. Tu imagines? C'est-à-dire tous les privilèges que la cité devait bénéficier ne concernaient qu'une certaine élite de personnes. Mais tous ceux qui sont en bas, les esclaves, ça faisait partie. C'était euh, c'était un commerce fructifieux qui enrichissait énormément des bourgeois, des aristocrates. Donc, l'esclavage était un commerce juteux pour eux. Et en plus, leurs propres femmes n'avaient pas droit à bénéficier du statut juridique et autres. Est-ce que tu imagines ça? Les femmes grecques étaient exclues de la vertu parce que les hommes avaient le droit de vie et de mort sur une femme. Quand je parle des Grecs, c'est tout l'ensemble de l'Europe. Pour bien te remettre dans le contexte, en Europe, tu pouvais tuer une femme comme si tu tuais un coq, comme si tu allais tuer un poisson pour ton repas. Aucun homme n'était condamné pour avoir tué une femme. Et ceci a duré pendant très, très longtemps. L'Église catholique avait même trouvé un stratagème efficace, c'est-à-dire une femme qui devenait gênante pour les intérêts économiques de l'Église, on l'a nommée simplement sorcière. Et direct, c'est le bûcher qui lui était réservé pour être brûlé. Quand tu es un homme et que tu es une femme et tu es consort, je sais pas, tu es énervé parce qu'elle t'énerve et tu es consort, tu sors dans la rue, tu cries simplement sorcière, et ben voilà, tout le monde rapplique, on prend la femme, on la met au bûcher et puis on la brûle. Parce qu'il y a encore même ici récemment, hein, il y a 2 siècles ici récemment, en France, oui, le pays dont tu es en train de t'éventer, la France, France, France. En France, tu pouvais tuer une femme sans être condamné. Il y a à peine 2 siècles. En Belgique, tu pouvais tuer une femme sans être condamné. Et ce n'est pas l'Église qui était là pour s'opposer à cela. La femme n'avait aucune existence juridique connue. C'est en 1804 que Napoléon, l'empereur Napoléon, va sortir un décret qui consacre l'incapacité juridique totale des femmes. En gros, une femme, c'était comme piétiner, écraser un fourmi qui vient squatter ta maison. Voilà. Imagine que les premiers refuges pour chiens battus ont été votés en 1903, alors que les premiers refuges pour femmes battues ont été votés en 1915. Comment faisaient alors les femmes qui étaient malmenées par des maris
violents, par des maris bagarreurs, par des maris fous, par des maris, enfin, de gros cons, quoi. Comment faisaient ces femmes-là? Fais une pause et dis-le-moi dans le commentaire. Vu qu'elles n'avaient pas du tout d'existence juridique, tu t'en doutes bien que c'était d'office la mort qui les attendait. Et encore aujourd'hui en France, d'après les statistiques de l'INSEE, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son homme. Aujourd'hui, il y a des stigmates génétiques qui continuent encore à sévir dans cette génération, descendant justement de ces Romains, Grecs et tout et consorts, parce que faut savoir que l'Occident actuel est l'héritière justement de l'Empire gréco-romain. Donc voilà. Donc tu comprends que la monogamie en Europe a été imposée par l'Église catholique pour des raisons économiques afin de prélever l'impôt efficacement sur les hommes qui avaient fait vœu de fidélité à une seule femme. Et dès lors, toute relation extra-conjugale de l'homme était condamnable et punissable. L'Empire romain n'a jamais été monogame. Hein. Ils étaient tous polygames. L'Empire romain, ils étaient tous polygames. Les Ottomans, même pire. Les Arabes, même, oh là là. Là, c'est encore autre chose. Mais pour des raisons économiques, on a imposé la fidélité aux hommes afin d'avoir une emprise sur les hommes. C'était quelque chose de voulu. C'était pas pour les biens. Oui, ça faisait le bonheur des femmes d'un autre côté. Mais bon, de l'autre côté aussi, ben voilà, la femme n'avait aucune statut juridique. L'Église catholique, dans le souci, franchement, de contrôler les hommes, a interdit tout rapport sexuel avant le mariage. Et pour bénéficier de la reproduction, les hommes étaient obligés de passer par la cérémonie de mariage et faire vœu de fidélité et ainsi posséder la femme. Pour l'homme moyen, c'était tout bénéfique car il avait il avait accès à la reproduction sous l'instauration de la monogamie, alors qu'au départ, il n'avait accès à rien. Pour l'Église catholique, c'était un business juteux parce qu'elle pouvait prélever à tout moment que le besoin se fait ressentir une taxe de l'impôt sur votre union, sur votre couple, afin justement de développer la cité. Et maintenant, la question, moi, que je me pose, est-ce que c'est si mal que ça? Point d'interrogation. Pourquoi? Moi, je ne pense pas. Tu sais, hein, pourquoi je ne pense pas d'un côté, bien que bon, l'Église a imposé la monogamie parce qu'elle a appris justement ces concepts chez l'Empire, dans la civilisation négro-égyptienne. Mais ils ont détourné justement le fondement de cette monogamie pour des raisons, voilà, pour des raisons économiques. Pourquoi est-ce que je t'ai dit que je ne pense pas que ce que l'Église catholique a fait n'était pas mal? Pourquoi? Parce que dans la tradition négro-africaine, chez les Dogons, par exemple, hein, c'est un peuple qui vit entre le Mali, le Burkina Faso et un peu le fleuve du Niger, un peu du Niger aussi, tu vois. C'est chez eux qu'on retrouve beaucoup de scientifiques qui maîtrisent parfaitement l'astronomie, l'espace céleste, les étoiles, l'astrophysique, la physique quantique. En fait, ce sont des peuples qui ont une connaissance approfondie du cosmos. Les Dogons sont le premier peuple sur Terre à découvrir l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, plus de 15 000 ans avant l'ère vulgaire. Mais les États-Unis sont arrivés enfin, à voir justement cette étoile en 1950 avec les télescopes modernes. Maintenant, pose-toi la question, comment est-ce que les Dogons ont fait? Les Dogons connaissaient déjà l'existence de cette étoile 15 000 ans sans télescope. Et de par son nom, hein, Sigi Tolo, l'étoile de Sirius, apparaît tout d'abord en relation directe avec la cérémonie traditionnelle et fondatrice de la culture Dogon, le Sigi, fête rituelle célébrée tous les 60 ans pendant 7 années consécutives
à travers les différents villages de la falaise des Badiangara. C'est un peuple très puissant. Et en connaissance, et je t'invite vraiment, si tu as vraiment un peu d'argent pour aller découvrir ces régions-là, afin de t'imprégner de la connaissance pure de l'astrophysique, la physique quantique, l'astronomie, la science, en fait, tout ce qui est relatif au cosmos. Ces gens-là, ils ont des connaissances que même l'Occident, la science occidentale, n'arrive même pas à lâcher. C'est incroyable. L'étoile Sirius A et Sirius B étaient déjà connus par ce peuple et il est célèbre dans leur rituel à des dates bien spécifiques correspondant au positionnement bien déterminé et spécifique de ces étoiles dans l'espace. C'est un peuple phénoménal. Et dommage, hein, franchement, je trouve dommage que l'esclavage et la colonisation ont empêché les Africains de progresser et de continuer à développer leur science, hein, qui est spiritualité. Il faut savoir qu'en Afrique, la spiritualité est science et la science est spiritualité. En Occident, c'est différent. En Occident, ils disent que la spiritualité, c'est la science qui n'a pas été démontrée. Bref, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est charabia. Parce que sans cela, s'il n'y avait pas d'esclavage et colonisation, écoute, le monde actuel connaîtrait une avancée spectaculaire, phénoménale. Mais, hélas, les religions abrahamiques ont retardé l'Afrique de plus de 2000 ans. Bref, tu comprends que les Dogons ont dit que la civilisation n'est possible que dans le cadre de la monogamie. Selon eux, et je trouve qu'ils ont parfaitement raison, il y a une corrélation entre abstinence sexuelle et développement de l'esprit, développement du génie créateur. La, la réduction du champ sexuel, le contrôle de ton instinct animal te permet justement de développer plus de facultés, de facultés cognitives, intellectuelles, qui vont te permettre de créer ou bien de faire des exploits dans la vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se reproduire. Non, mais l'homme peut continuer à se reproduire, mais dans un cadre contraint, celui de la monogamie, un homme et puis une femme. Et ceci permettait justement de libérer les énergies afin qu'elles soient transmutées vers autre chose. On transmute, la transmutation part du bas et puis vers le haut. Aujourd'hui, bah, écoute, la mort de la monogamie est un signe garantie, franchement, enfin, qui garantit notre dégénérescence. Regarde comment les jeunes perdent l'énergie sur Tinder, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, les dates, les soirées à l'appel. C'est une énergie folle dépensée comme ça au lieu de passer leur temps à écrire, à développer, à concevoir, créer des logiciels, créer des solutions pour les multiples problèmes qui rencontrent la société actuelle. Le fait que tu règles ton problème par une vie, enfin, c'est-à-dire le fait que tu règles ton problème par une vie monogame, donc fidélité à une seule partenaire, fait que tu déplaces ton attention, tu déplaces ton focus à autre chose. Alors que quand tu es célibataire, tu gaspilles une quantité phénoménale d'énergie à chercher une partenaire, à fréquenter d'autres partenaires. Et la débauche sexuelle est négativement corrélée au progrès technique. Plus une société est sexuelle, moins elle est développée. Plus il y a des débauches, moins des progrès techniques sont importants. Moi, j'ai compris cela très tôt. J'ai mis en place et listé mes objectifs de vie et je me suis rendu compte que oui, naturellement, il fallait que je réduise mon focus sur les femmes pour le rediriger vers un but supérieur. Ceux qui ont pratiqué, par exemple, la séduction à outrance dans les rues, dans les boîtes de nuit, dans les soirées mondaines, savent que c'est quand tu décides d'arrêter
que les vieilles diablesses commencent à se manifester en puissance. C'est quand tu décides de calmer tes consorts, de te focaliser sur autre chose. C'est là que tes anciennes ex-copines, des numéros, des contacts que tu avais récoltés à l'appel et qui n'aboutissaient pas au folk close, hein, par exemple, folk close, wow, ce nom me revient encore. Dans le jargon de la séduction, les gens savent ce que ça veut dire. Folk et puis close. Kiss close, folk close, les openers, bref, tu comprendras. Donc, tout d'un coup, ah ben, il y a changement de fréquence. Les anciens numéros que tu avais récoltés et qui n'aboutissaient pas à quelque chose, comme par magie, eh ben, ces numéros-là commencent à se réactiver. Elles commencent à t'envoyer des signaux d'intérêt, des messages, des rappels, ceci, cela, en te rappelant où est-ce que vous vous êtes rencontrés. Et me concernant moi, j'étais en lutte. C'était pour moi une lutte permanente avec mon propre cerveau. Et c'est là que j'ai compris la puissance de l'énergie sexuelle. Entre nous, enfin, hein, entre moi et toi, et je ne vais pas te le cacher, hein, ça c'est entre nous, il m'est arrivé de succomber à des tentations. Mais ben voilà, la solution qui a marché pour moi et jusqu'à présent, c'est la monogamie. Je me suis trouvé une copine et pour moi, je sais que, OK, elle est là, je ne veux plus penser à ça. Et l'idéal même, c'est de se marier. Voilà. Tu te maries et puis, ben, voilà. Comme ça, tu ne penses plus à ça. Quand tu as un problème par rapport au sexe et tu es consort, tu sais que la solution sera, ta partenaire sera ton épouse. Et tout le reste, maintenant, de mon focus est maintenant de travailler sur mes objectifs de vie. Mais ça, hey, hey, ça, je pense que je ferai une vidéo à part hein, pour ça. Ça, je ne vais pas tout développer ça ici. Donc, du point de vue de notre évolution, l'homme est polygame. Un polygame qui n'a comme seul objectif que de balancer sa purée partout en étant moins regardant sur la qualité des femmes. Et pour balancer ça, la nature fait très bien les choses. La femme est hypergame. Contrairement à l'homme, la femme est extrêmement sélective. L'homme, en général, n'est pas sélectif. Il va chipoter tout ce qui bouge, tout ce qui passe. Tout ça, il va dégommer, il va tamponner dans le seul but de balancer sa purée et pouvoir se soulager. La femme est très sélective, très regardante, comme elle prend le risque de la grossesse, elle va sélectionner les meilleurs hommes et donc ceux qui ont les meilleurs gènes, les plus forts, les plus dominants, les plus riches, les plus beaux, les plus socialement populaires, les plus influenceurs, bref, et des tas d'autres critères. Et le comportement hypergame des femmes compense quelque part le comportement polygame des hommes. Et les femmes sont exigeantes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très, très bien fait qu'elles les soient parce qu'elles sont les garantes de la qualité de nos gènes. Si les femmes se reproduisaient avec n'importe qui, on finirait au bout de quelques générations d'avoir des gros cons, d'avoir des gros débiles. Et d'ailleurs, même, je me pose des questions. Regarde toute cette génération des garçons et des hommes qu'on a aussi, des garçons efféminés, des garçons qui n'ont aucune masculinité en eux. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que leurs mères qui les ont enfantés se sont reproduits peut-être avec des gros cons? Et voilà, on a des garçons, ah ben voilà, tu vois un garçon comme ça, mais l'esprit, c'est vraiment une femme, quoi, en fait. Une femmelette de femme. Il faut franchement se poser des questions hein, face à cela. Donc, on aurait des débiles, on aurait des gros cons. Bon. Le fait que les femmes choisissent les meilleurs hommes de la société, bon, enfin, pas toutes, hein, mais la majorité qui les font, en tout cas, celles qui arrivent à choisir leurs meilleures options et non forcément la meilleure option dans l'absolu. Donc, celles qui arrivent à sélectionner les meilleurs hommes en fonction de leur environnement social pour devenir justement des bons pères. Tu comprends maintenant pourquoi la polygamie fonctionne toujours de nos jours. La femme préfère partager l'homme dominant avec les autres femmes plutôt que d'avoir l'exclusivité d'un gros tonneau vide, d'un gros con, d'un gros tocard. La polygamie fonctionne même dans nos sociétés actuelles, même en Occident, même dans les sociétés, tu dirais, religieuses ou quoi que ce soit. Non, la polygamie fonctionne. Mais
Comme elle n'a pas de caractère officiel, on n'en parle pas beaucoup. La majorité des hommes qui réussissent sont polygames. Ils fréquentent tous plus d'une femme. Dans d'autres sociétés comme l'Asie et l'Afrique, la polygamie a des règles strictes. L'entretien est le privilège que tu offres à la première femme, tu dois aussi l'offrir à la deuxième femme. Tu achètes un cadeau pour l'autre, tu dois aussi en acheter pour la deuxième. Il y en a, c'est-à-dire, il y a une vraie structure qui donne une légitimité à toutes les épouses, avec un traitement égal et une reconnaissance totale, exemplaire. Et finalement, n'est-ce pas mieux que la polygamie pratiquée en Europe, où les chefs d'entreprise, les patrons des CAC 40, les patrons des grandes entreprises qui fréquentent les maîtresses ou stagiaires ou des employés, hein, c'est des working girl, hein, c'est working girl, ils chicotent à tout va. Ben, toutes ces femmes, en, en même temps, ben, écoute, ils les chicotent sans cadre légal, sans exclusivité, sans engagement. Donc, si tu sais le rendre heureux au lit, bah, tu auras peut-être une promotion. Et c'est tout. Et ça s'arrête là, c'est tout. Et je trouve que ça, c'est tout bénéfique pour ces hommes-là. Ils ont du plaisir sans conséquence, sans emmerde. Et donc, tout ça nous pousse à comprendre que les hommes trompent parce qu'ils sont polygames. Ils vont chercher constamment d'autres partenaires pour libérer leur semence, pour libérer leur gène. Et les femmes trompent parce qu'elles sont hypergames. Elles vont considérer que l'homme avec lequel elles sont n'est pas le meilleur. C'est pas la meilleure option à laquelle elles ont accès. Et elles vont vouloir s'attirer les faveurs d'un autre homme qu'elles vont considérer comme meilleure option. Soit meilleur sur le plan financier, soit meilleur sur le plan physique, soit meilleur sur le plan social, soit meilleur sur le plan sexuel, soit meilleur sur le plan culturel, soit meilleur sur le plan spirituel. Franchement, il y a plein de raisons pour lesquelles une femme peut tromper son conjoint. Et, euh, mais ce qui est certain est que leur nature hypergame, de par leur nature hypergame, elle va tromper son conjoint chez un autre, c'est-à-dire, elle va tromper son conjoint, enfin, elle va tromper son conjoint pour aller chez un autre, prendre, chercher, pour aller chercher chez un autre, c'est qu'elle ne trouve pas sur son partenaire actuel. Elle peut être bien avec son homme sur le plan financier, par exemple. Il paye le loyer, il s'occupe bien des enfants, il s'occupe bien d'elle. Tout va bien. Mais la femme ne se sent pas féminine avec lui. La femme ne reconnaît pas l'animal masculin en cet homme. Ben, la suite, tu la connais. Elle va le tromper pour aller chercher génétiquement la meilleure option ailleurs en trompant son mari et en lui n'avouant jamais, par exemple, la vérité, en n'avouant jamais la vérité à son mari. Une femme peut aussi tromper son homme comme une manière de transitionner vers une autre relation. Les femmes n'aiment pas être seules. Lorsqu'elles lâchent quelqu'un, elles aiment déjà avoir quelqu'un d'autre qui est déjà prêt. C'est le fameux concept de monkey branching. Donc, elle va tromper son homme, construire une autre relation en parallèle, et quand cette relation en parallèle aura mûri, ben, elle va quitter son mari. Comme ça, elle est passée d'une branche à l'autre sans interruption. C'est quelque chose à savoir, hein, parce que la construction biologique fait que, enfin, sa construction biologique fait que la femme déteste être seule. En tout cas, beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais en tout cas, beaucoup, en tout cas, détestent être seules. Elles n'aiment pas la solitude. Elles aiment être entourées. Elles aiment avoir quelqu'un pour sortir, prendre un café, les accompagner, les restos et tout ces tralala à la con. Donc, elles transitionnent souvent comme ça. Elles trompent leur mari, leur partenaire, parfois en espérant que ça se sache par son homme pour enfin précipiter la rupture, qu'elle n'osait pas le faire, qu'elle n'arrivait pas à avouer. Le désir caché de certaines femmes qui trompent leur mari
et que ça se sache publiquement. Et finalement, le courage, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas eu de déclencher cette rupture, elles n'auront pas besoin de l'avoir parce qu'en général, quand le mari découvre la tromperie, il met fin à la relation. Mais pour la femme, c'est juste une stratégie. C'était sa stratégie que l'homme le découvre parce que de l'autre côté, la relation qu'elle a en parallèle a déjà mûri. Et il faut faire le grand saut en mettant fin justement à l'ancienne, à la relation actuelle. Tu vois comment cela se passe dans la psychologie de la femme. Et cela a été le cas d'un jeune homme qui gère ici une grande entreprise internationale, FedEx, en Belgique. Le gars offrait à sa femme tous les 3 mois un voyage, je sais pas, 2 ou 3 semaines, partout dans le monde. Et la femme partait partout dans le monde, dans des contrées paradisiaques. Le monsieur était au charbon à gérer son entreprise. Une fois dans l'année, c'est vrai que le mari aussi partait avec sa femme et ses enfants, mais les 3 quarts du temps, en tout cas, c'est la femme qui allait seule. Et leur enfant était souvent à l'école. Donc, la femme a réussi à rencontrer un autre homme. Et c'était un black d'1 m 90, un gaillard. La femme a perdu complètement tout repère. Donc, il lui fallait précipiter son mariage. Et le mari a découvert la tromperie et ils se sont, voilà, ils sont maintenant dans le processus de divorce actuellement où je te parle actuellement. À l'annonce de la rupture, ben, écoute, la femme pleurait comme une malade. C'était incroyable. Quand tu voyais l'attitude, le comportement de la femme, ça faisait pitié de voir une femme en sanglots comme ça. Enfin, tu sais comment les femmes pleurent, hein, et tout. Mais chose étrange, quelques jours après, elle décide pour pouvoir enlever le stress. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle dit que pour évacuer le stress, en fait, d'après ses mots, euh, elle a décidé de pouvoir s'offrir un voyage. Mais un voyage, pourquoi? Pour aller justement rencontrer d'autres hommes. Enfin, pour aller rencontrer son amant. Et femme, il faut avoir peur de la femme. Il faut avoir peur de la femme. J'étais toujours dit ça, écoute mon conseil, il faut avoir peur de la femme. Bon, s'il plaît à Dieu, je ferai peut-être un podcast avec elle, hein, pour les biens, bien sûr, de la communauté, afin que ça puisse t'informer sur la nature psychologique de la femme. Oui, oui, on a parlé, oui, on a parlé. Euh, on est en contact et bon, voilà. On verra, on fera un podcast, hein, et puis on verra si ça peut vous édifier. Pourquoi pas? Donc, la femme en question, enfin, c'est une information hein, que je t'ai dit, elle connaît bien hein, cette chaîne, surtout la chaîne TikTok. Et elle connaît aussi la thématique de ma chaîne, hein. Elle est toujours en désaccord total avec mes contenus de mes vidéos parce que, ben voilà, selon elle, je suis misogyne, narcissique, player, blablabla, tous ces genres de trucs à la con. Mais avec le temps, on le voit bien que le temps me donne raison. Les actions qu'elle a commises reflètent bien tous les conseils que je partage ici avec toi. Et c'est pourquoi il ne faut jamais, je le dis bien, il ne faut jamais écouter ce qu'une femme te dit, ce qu'une femme te raconte. Tu ne fais confiance qu'à ses actes. Tu ne fais confiance qu'à ce que tu vois, à ses actions. Donc, en gros, quel que soit le désir caché, le fantasme, la raison, le mécanisme, on est toujours dans l'hypergamie. Avec la femme, c'est toujours comme ça. Dans cette idée, c'est-à-dire cette idée d'aller chercher la meilleure option, le meilleur homme possible, imaginable, auquel on peut avoir accès. Hommes et femmes trompent pour 2 raisons complètement différentes. Les hommes sont dans une logique quantitative avec un logiciel, hein, des restes du cerveau reptilien, où est imprimé justement toutes nos habitudes qui nous rappellent que nous venons d'un milieu où le taux de mortalité était très élevé et qu'il fallait avoir beaucoup de descendants pour en avoir une poignée qui survivent. Les femmes sont dans une logique qualitative, à la seule différence qu'elles ont besoin des bons gènes, des meilleurs gènes, des meilleurs hommes, afin justement
d'assurer et de garantir la transmission des gènes. La monogamie, dans notre évolution, est une petite parenthèse, mais n'est pas un comportement naturel. Les scientifiques négro-africains, qu'on appelle les Djéoutis, hein, ceux qui ont inventé les mathématiques, la géométrie, la philosophie, la médecine, la physique, la philosophie, les calendriers et autres, bref, la plupart de ces Djéoutis étaient monogames parce qu'il leur fallait transmettre cette énergie sexuelle vers d'autres finalités. Tu imagines quelqu'un qui doit venir tous les jours, à la même heure, rester derrière un arbre pour pouvoir observer le ciel, afin de pouvoir comprendre le comportement des étoiles. Il devrait venir, c'est-à-dire à la même heure, à la même minute, tous les jours pendant 1456 ans. Et c'est comme ça on a inventé les équinoxes. C'est comme ça on a inventé le calendrier. C'est-à-dire la personne devait venir tous les jours à la même place, à la même heure, pendant 1456 ans. Ça veut dire que toi, père, tu venais, tu faisais, et puis quand tu mourais, c'est ton descendant, ton fils qui assumait les rôles, qui continuait à perpétuer les mêmes études. Et pendant 1456 ans, tu imagines ces focus et cette énergie de malade qu'il fallait avoir pour concentrer toute ton attention et pouvoir établir un schéma, un calendrier. Mais les amis, ce n'est pas en allant disperser ton énergie avec plusieurs femmes que tu vas arriver avec ça, hein. Déjà, en lâchant déjà 4 coups, déjà, on sait déjà que tu es mort. Tu es mort, tu n'as plus envie de rien faire, c'est ça. Mais alors que quand tu as toute ta sémence en toi, tu es comme ça, eh ben, tu es en ébullition. Eh ben, justement, c'est là que la transmutation entre en jeu. Parce que tu peux transformer cette énergie vers d'autres finalités. L'Église catholique, par exemple, elle, s'est servie de la monogamie pour ses intérêts économiques. Et voilà. Et de nos jours, et depuis les années 60, le grand capital, les lobbies bancaires se servent maintenant du féminisme et de la libération sexuelle pour plonger la population dans la débauche sexuelle. Et une population dont la pensée n'est rivée que sur les nombrils, sur les préoccupations du bas-ventre, est une population dégénérée. Une population dégénérée est facilement manipulable, contrôlable, en qui on peut facilement obliger de consommer tout et du n'importe quoi. Ce qui fera bien sûr du profit au grand capital, ce qui fera bien sûr du profit à cette élite parasite. Eux conçoivent, toi tu consommes. Eux produisent, toi tu payes pour pouvoir consommer. Donc, ils s'enrichissent davantage et toi, tu continues toujours à t'appauvrir davantage. C'est ça la réalité de la vie. À toi maintenant de choisir ton camp. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.